Projette actuellement donc ce que j'appelle la Clairvoie-Rincy. Donc c'est un ensemble de claustras du modèle Rincy qui ont été, enfin, je parle sous le contrôle de Benjamin Mouton, qui ont été obturés à une époque pour des raisons de pénétration d'eau et de volatile. Donc notre idée était de, compte tenu du relativement bon état de ces clairvoies, de dégager et faire un chamboulement lumineux extraordinaire, dans la mesure où ce qui était un passage obscur est devenu une sorte de serre éclairée sur 360 degrés. Donc là, c'est sur la photo un sondage pour vérifier la faisabilité du démontage et l'état sanitaire de l'élément. Je poursuis avec donc la question de la couleur. C'est vrai qu'on a parlé du projet sous un aspect d'un peu d'usine à gaz. Je pense que la PCCI n'y est pas pour rien. Il faut savoir que le but de ce travail global de restauration de la tour, c'est de générer de l'émotion. Et donc, pour ce qui est de l'émotion et de la sensibilité, donc on a fait un travail sur la polychromie pour essayer de comprendre quelle était la teinte de la tour et son évolution et son rapport avec la volonté de Perret. Donc, ce qui est projeté, c'est la polychromie sur les éléments déposés, qui étaient incrustés dans la casquette, qui ont été déposés et reposés. Et à l'occasion, on a pu voir effectivement cette polychromie assez présente dans la mesure où il s'agit d'un ouvrage réputé étanche, qui est la casquette. Et donc, hormis quelques infiltrations, on a la teinte de l'ouvrage à une période X. Donc, comme dans tout bon monument historique, on fait de la stratigraphie. Donc, je me suis rapproché d'une restauratrice, Caroline Snierz, qui nous a fait une étude. L'impression que j'avais avant le sondage, c'est que la polychromie ocre avait été appliquée pour harmoniser les travaux de 1951. Et par contre, la question était, est-ce que c'est véridique? Et deuxièmement, est-ce qu'en 1951, on est parti de zéro ou est-ce on a reconduit un dispositif plus ancien qui aurait été revivifié? Donc le rapport d'analyse donc a fait l'objet d'une étude élémentaire de CETEC et un rapport de la restauratrice qui a confirmé que il n'y avait pas deux couches et que la polychromie existante passait sur les réparations de 1951, donc postérieures à 1951, probablement pour harmoniser des choses disparates. Et ce qui nous intéresse sur cette date, c'est que c'est du vivant de Perret. Donc l'analyse que je propose, c'est qu'effectivement en 1951, on fait une campagne de réparation qui est principalement sur les poteaux, mais on a des réparations un petit peu partout, non pas en béton, mais en mortier frotassé, recouvert de manière générale par ce badigeon ocre qui a disparu dans la plupart des zones et qui est resté très présent dans les zones couvertes, notamment dans la partie au-dessus, entre les deux terrasses. Donc on voit que les parties abritées sur la photo de gauche, les parties abritées sont très colorées. Les piliers, dont on ne le voit pas bien sur la photo, mais sont colorés sur la face intérieure, qui est non exposée, et lessivés sur la partie extérieure. Donc on a fait un travail, j'ai appelé tantôt de gradation ou d'évocation. C'est-à-dire qu'à partir de la teinte nominale qu'on avait analysée et que j'ai fait reprendre sur la partie de droite, sur les claustras, on a appliqué la valeur, comme pour ça que j'appelle ça gradation, la valeur nominale, le maximum la coloration rencontrée, et que par brossage, on a allégé jusqu'à avoir une simple évocation de cette couleur. Pour ça qu'en fait, si on voit cette photo, on a la partie
conservée, abritée. La balustrade qui est semi-abritée contient encore un peu de traces de ce badigeon. Par contre, les faces extérieures des colonnes sont lessivées, il n'y en a plus. Donc en fait, on a une gradation de teintes que n'a pas connu Perret, mais dont il a été informé de son application. Et c'est donc ce que j'appelle le rendu sensible, qui au-delà de tout ce qui est présent, masqué ou donc de type technologique, s'efface derrière ce voile de couleur, telle une caresse, qui, là où elle est passée, laisse plus ou moins de traces, d'où le terme d'anamnèse que j'ai utilisé, qui lui renvoie à la mémoire. Ça a été montré, donc je voulais quand même ne pas passer à côté de l'hommage que je souhaite rendre au travail qui a été fait sur l'escalier sommital, avec une petite correction, c'est que le marché comprenait la conservation de la partie de l'escalier intramuros, donc la partie basse, et seule était prévue à être remplacée la partie non réparable de manière rationnelle, hors en extramuros. Tel qu'on le voit ici. Donc, on avait bien considéré de conserver ce qui était conservable, la partie intramuros, et de travailler sur la réfection de la partie extérieure, ce qui a été fait par l'entreprise Comte et que je salue. Faire ce travail à 85 mètres de haut, c'est une vraie prouesse. Un rendu donc qui me ravit, tout ça se passant dans les hauteurs. Une petite correction, également, donc là, on est à l'intérieur de la tour et donc apparaissent donc les parements en béton, les grillages de protection, la gaine d'ascenseur, mais on ne voit pas les câbles. En fait, les câbles sont présents, les goulottes sont présentes, on a peint les câbles, et donc le dispositif de PCC est réversible. Et son impact sur l'appréhension de l'espace intérieur, pour moi, est tout à fait mineur par rapport à l'apport que présente la protection cathodique pour la conservation des parements, armés. Une petite précision, les triangles, il y a une petite boulette faite, donc les triangles, ce sont ces petits éléments de ventilation et d'éclairement. Ici, ça a été présenté en même temps que la claire-voie ainsi. Donc les triangles dont parlait, ce sont ces petits percements qui étaient ouverts, qui laissaient passer l'eau et les oiseaux, et les chauves-souris, mais principalement l'eau. Donc le travail qu'on a fait, c'est de les obturer. On a mis au point un petit module en matériaux transparents qui permet de garder la lumière et ne pas avoir la pénétration de l'eau. Par contre, je précise bien sûr très vite que les oiseaux et les chauves-souris ont leur part dans le projet, dans la mesure où non seulement pendant le chantier, on a fait des nichoirs de remplacement, de substitution, la restitution des parements, notamment avec ces triangles de ventilation, n'ont pas été appliqués partout. Donc il y a des zones moins exposées à la pluie qui ont été laissées ouvertes pour garantir conserver le caractère extérieur du climat intérieur de la tour et de garder l'éclairement. Dernier élément, donc l'ascenseur, donc qui est le but ultime de la visite, c'est ce voyage pyrénéen dans les hauteurs de la tour, accentué par l'effet de spirale de l'éclairement qui suit les limons des escaliers. Donc cet élément vertical, alors malheureusement, n'a pas pu être conservé totalement libre dans l'espace tel qu'on le voit ici. On a dû rajouter un grillage de protection, mais qui perturbe assez peu la transparence horizontale de la vue.
Par contre, bien sûr, c'est présent et c'est assumé. Pardon. Donc voilà, on a ce meuble détaché de la tour qui, voilà, finira par s'intégrer de lui-même dans ce dispositif. Un petit détail sur les cabines, qu'elles reprennent les dispositions des cabines anciennes avec des dimensions légèrement inférieures. Sur la photo de droite, on voit une des 2 cabines. Donc il y a 2 cabines qui cohabitent dans la gaine grillage. On a repris les dispositions anciennes, celles qui n'étaient pas réutilisables, comme par exemple les portes palières à croisillons en bois, qui est un outil à couper les doigts. Donc ont été, déposées, seront présentées sur le mur en face au rez-de-chaussée de la tour. Et par contre, on a obtenu de l'entreprise qu'elle fasse une sérigraphie sur les portes en verre. Donc les portes en verre qui sont les seuls éléments modernes et rapportés, donc ils s'intègrent dans le dispositif par cette sérigraphie qui correspond au croisillon des portes anciennes. Et la photo de gauche, en fait, il s'agit de cabines panoramiques, c'est-à-dire qu'elles étaient vitrées, vitrées sur la périphérie. Les portes étaient libres à la vue et le plafond, donc tel que c'est une contre-plongée sur la photo de gauche, qui montre que le plafond était libre. Et c'est-à-dire que dans le fonctionnement de l'ascenseur, on a l'effet d'accélération de la perspective. Si on regarde le nez en l'air, donc on a la perception de déplacement dans l'espace. Cette disposition est également reconduite. Donc là, c'est une petite inversion. Donc ça, c'est la partie de la galerie, donc qui reprend les claustrati princi, donc qui sont, entièrement éclairés, alors qu'ils étaient obturés par des panneaux en béton préalablement. On voit également le détail des garde-corps qui reprennent le module de métal déployé qu'on a reconduit à peu près partout avec, un petit codage couleur, à savoir que tout ce qui est original est été peint en gris clair tel qu'on l'a trouvé sur les sondages, et les éléments rapportés, donc des éléments, 21e siècle qui n'existaient pas en 2024, en 1924, sont traités en gris plus foncé. Pour finir, donc, je vous adresse une caresse, aimable, ce que j'appelle surface sensible, heu, avec, une découverte que j'ai faite. C'est que les petits carrés, en fait, se comportent comme des objectifs, des stéléopées, et se démultiplient, suivant les les variations de la météo. Et quand un nuage passe devant le soleil, si vous regardez bien la projection des petits triangles sur le mur d'en face, on voit le nuage se déplacer. C'est tout à fait, extraordinaire. Merci, j'espère avoir été à peu près complet sur la présentation de ce chef-d'œuvre. Alors, je conclurai en appelant, mes confrères architectes à se saisir de la question de la conservation du béton. On n'est pas assez, il faut faire évoluer les règles, faire évoluer les normes notamment, qui sont très rigides. On a 5 bétons, entre le choix entre 5 bétons pour, traiter les ouvrages, contenant des sulfates. Les couleurs ne sont pas, variables. Dès qu'on veut changer le granulat ou la couleur, il faut faire, tourner, enfin, modifier, des chaînes de production extraordinaires. Et quand on nous demande, les monuments historiques, c'est combien de divisions? Ben, en fait, si on fait le calcul de la masse de béton qu'on a utilisée pour faire cette restauration, c'est absolument ridicule. Donc, il faut, voilà, faire monter un peu la pression, dans ce domaine, et j'en appelle à mes confrères. Et je terminerai, avec quelque chose que j'ai dit à Venise en 2020, je crois, pour le colloque, le premier colloque, Comos, primat de la conservation, solution pérenne, pragmatisme et le refus de l'idéologie. Merci.
Bien. Que j'imagine quand même que vous avez de nombreuses questions à poser à tous les interlocuteurs de l'après-midi et qui donnent le là. Non, c'est vous. Alors moi, je vais commencer. J'ai une question naïve sur la PCCI. Il ne nous a pas échappé hier il y a un paratonnerre qui a été mis en place, si j'ai bien compris, un système, un dispositif d'amorçage, c'est ça? Hein? Et ce paratonnerre, il redescend. Est-ce qu'il y a une connexion entre le système de PCCI et le paratonnerre ou pas? Voilà. La question est adressée à qui? Parce que moi, je l'ai entendu en pointillé. Répondez au micro, je connais la réponse, mais j'aimerais que vous la disiez. Donc la réponse est non, il faut absolument pas que le système de drainage Keramik soit relié au système de PCCI. Et d'ailleurs, dans le cahier des charges, compte tenu de la spécificité de la tour, il était imposé justement des parasurtenseurs spécifiques au cas où la foudre ne tombe pas sur le paratonnerre mais sur l'ouvrage, parce que ça génère des intensités immédiate de très très forte intensité, enfin très importante, pardon. Et donc, non, il faut absolument pas que le parafoudre soit relié. Et pour info, les matériels qui ont été mis en œuvre ont subi des tests jusqu'à 20 000 ampères. Donc voilà, ça a été vraiment pris en compte dans cette opération. Merci. Question suivante, Ricardo Giordano. Oui, j'avais une question qui était la suite. En réalité, et ça, fondamentalement, ça porte aussi sur le PPCI. On a compris qu'il y a des protocoles d'essai pour voir le fonctionnement du système à l'issue des travaux, donc avec un très bon résultat de 97%. Quel est le protocole d'essai et quelle est la régularité d'essai qui est prévue pour ce type d'installation? Et ensuite, est-ce qu'il y a un protocole général de maintenance qui puisse donner une visibilité sur sa durée de vie prévisionnelle et éventuellement des taux de remplacement qui peuvent venir par la suite et des natures d'intervention successives? Alors effectivement, la première année, la norme ISO que Camille a évoquée implique que l'entreprise, dans le cadre de sa première année de parfait achèvement, procède au réglage. Pourquoi? Parce que là, en l'espèce, au bout de quelques semaines, le système qui a été mis en œuvre par les équipes fonctionne déjà. Camille vous l'a évoqué. Mais sur certains ouvrages, l'obtention des critères d'efficacité peut être plus longue. Ça peut se dérouler sur quelques mois. Donc, il y a ce qu'on appelle un rapport de commissioning, qui est une réception en fait. Il y a ensuite un rapport de mise en service, un rapport de fonctionnement à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et à la fin de l'année, l'entreprise remet un rapport complet sur ce qui a été fait sur la première année et comment fonctionne le système. À l'issue de cette première année de parfait achèvement, le maître d'ouvrage, logiquement, passe un contrat avec un bureau d'études spécialisé qui a justement les compétences et le niveau de certification pour faire le suivi et la fréquence des relevés. En fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des matériels. En prenant un iPhone et un ordinateur, on peut se connecter directement sur les systèmes. Les systèmes sont autonomes et on peut programmer les fréquences de relevé, ce genre de choses. Donc, il y a une vie tous les ans qui est imposée normativement. Maintenant, compte tenu de la variabilité du comportement lié au changement de température, d'hygrométrie ou autre, on fait des mesures d'efficacité sur des ouvrages en béton aérien tous les mois, ce qu'on appelle une dépolarisation relative. Ça veut dire qu'on coupe le système et on voit comment est-ce qu'il reprend sa vie d'avant d'avoir l'APC. Et si en 24 heures, le fait qu'il n'y ait plus de courant sur les aciers fait qu'il y a un saut de polarisation supérieur à 100 millivolts, c'est un des critères majoritaires utilisés. On considère que le système fonctionne. Et donc, les ouvrages sont suivis. Par contre, pour répondre à ta question, derrière, en termes de maintenance, les systèmes qui ont été mis en œuvre sont prévus pour durer plusieurs décennies. On sait que les automates, eux, en général, au bout de 15-20 ans, que ce soit les systèmes Windows ou enfin, les systèmes industriels, on sait que les automates font partie des choses qu'il faudra remplacer. Mais les matériels qui sont dans le béton sont réellement prévus pour durer à minima entre 50 et 100 ans, suivant les matériels concernés.
Vous voulez continuer, Camille? Je voulais juste préciser, les matériaux dans le béton, on a du coup les anodes qui, eux, ont une durée de vie de 100 ans et plus. Ce qui pourrait à la limite flancher, c'est les électrodes de référence au bout de 15, 20, 30 ans. Et c'est pour ça qu'on a aussi appliqué une redondance sur la tour Perret, c'est-à-dire que la norme impose 2 électrodes de référence par zone. On en a mis au moins 4 par zone. Donc il y a tout un système aussi de redondance au niveau dans le câblage aussi. On connecte pas juste une anode avec un câble, on fait des redondances, des boucles, ce genre de choses. Pour justement ce qui est dans le béton, on évite d'avoir à le remplacer. Et ce qui sera à remplacer très certainement, c'est l'électronique, les armoires de surveillance, où là, on a des obsolescences et ce genre de choses. C'est pas obsolescence. D'autres interventions? Oui. Benjamin Mouton. Ah, pardon, excusez-moi. Bonjour, Présentez-vous. Ksenia Marianina, architecte et je suis chargée des travaux sur le patrimoine à l'émérite d'Arles. J'aimerais rejoindre cette question, mais j'aimerais reformuler cette question plus générale. Euh, D'abord, merci pour les travaux que vous avez menés sur la tour Perret. C'est vraiment formidable. Et j'aimerais savoir, selon vous, quelle est la durée de vie de cette restauration? C'est-à-dire à quel moment il faut revenir pour vérifier l'état de la tour. Je ne parle pas que de la corrosion, je parle en général de l'état du bâtiment. Et deuxième question, est-ce que vous avez déjà établi le protocole de suivi pour ce bâtiment? Merci. François, tu veux répondre? C'était un des sujets qu'on avait dit qu'on développerait. En ce qui concerne la durée de vie de la restauration, je suis totalement incapable de le quantifier. Par contre, je pense que s'il y a une formule, elle est directement découlant de la densité de la maintenance, qui reste à définir. Et sur lequel, en monument historique, on a beaucoup de progrès à faire. D'autres questions? Benjamin Mouton. Merci. C'est pas une question, c'est un témoignage. L'église du Raincy, il y a la face nord, la façade nord, qui est très proche de l'immeuble voisin et qui a donc été préservée des intempéries. Et c'est sur cette façade nord qu'on a trouvé un voile très léger de couleur beige, qui manifestement était intégré à terme, enfin, et qui faisait partie de l'édifice et qui était tout à fait caractéristique de ce qu'on voit ici à la Tour Perret. Donc je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant sur l'art de la polychromie chez Perret. Merci. D'autres interventions? Oui, au fond. Bonjour, Sylvie de Nantes, je travaillais à la DRAC PACA sur le patrimoine du XXe siècle. Vous avez, je ne suis pas du tout dans les questions purement techniques qu'on aborde depuis tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur tout un travail qui a été évoqué depuis ce matin de communication, d'information auprès du public, tout le travail avec le CAUE d'ailleurs, qui a été associé dès le départ. Sur cette tour, vous avez fait des carottages qui montrent très bien la constitution du béton. Il y a par ailleurs des éléments qui ont soit été supprimés, soit mis de côté, comme l'ancien ascenseur. J'aimerais savoir s'il est imaginé de constituer une matériothèque, tout simplement, pour assurer la connaissance matérielle, donc qui n'a rien de technique, mais pour éduquer le regard de tout le public, scolaire ou pas, et avoir vraiment une valeur pédagogique sur l'appréhension des bétons dans le futur, autour de cet objet complètement symbolique. Très, très bonne question. Je vais donner Valérie va vous répondre. Peut-être une réponse partielle. En fait, on a eu à cœur dans le projet de pouvoir réutiliser une partie ce qu'on appelle les déchets de chantier dans le cadre de l'aménagement paysager. Donc, notamment, les purges de béton vont servir pour la constitution d'un sol pauvre sur lequel va se développer en fait un jardin sec en pied de tour qui doit démontrer la capacité de résilience qui est un enjeu de nos nouveaux aménagements paysagers. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on a récupéré des carottages qui ont été faits dans les pieux de fondation de la tour et qui vont être mis en fait comme parements. En fait, ces carottages ont été saucissonnés
Et ces rondelles de béton, en fait, vont être disposées sur le pavillon d'accueil de la Tour Perret qui va se situer à proximité. On a ensuite récupéré les armatures de 1925, enfin une partie, parce qu'on s'est malheureusement fait voler le premier stock que l'on avait mis de côté, pour être cintré et utilisé justement comme élément entourant le jardin. Donc on a eu à cœur d'essayer en fait de valoriser au maximum sur place en fait ce qui pouvait être récupéré dans la tour, vu que la visite de la tour n'est pas, il n'y a pas un centre d'interprétation en fait adossé au bâtiment. Récemment, il y a eu une réunion qui a eu lieu avec mes collègues futurs gestionnaires dans le muséum de Grenoble et le service de la culture, François Botton, pour voir en fait sur les éléments déposés, quels étaient ceux qui étaient conservés et par qui. La question de la matériothèque, effectivement, en tant que telle, n'a pas été réabordée, mais c'est peut-être une question qui a été abordée plusieurs fois avec le CAUE. Je ne sais pas si toi, Isabelle, tu as conservé quelques échantillons. Voilà, Isabelle, qui prévoit tout, a conservé des échantillons. Donc, ça pourra peut-être intégrer la future mallette pédagogique, effectivement, qui est le prolongement des actions d'éducation pédagogique autour de la Tour Perret. Le CAUE est en train de concevoir en fait une mallette pédagogique pour que les enseignants puissent s'emparer du projet de la Tour Perret en autonomie à partir de la rentrée prochaine. Je voudrais compléter aussi au LRMH, au laboratoire de recherche des monuments historiques, on récupère aussi beaucoup d'éléments anciens issus des restaurations, issus de nos interventions. Et on a une matériothèque, une même bétonthèque, où on a, pas forcément que pour la Tour Perret, on a quelques échantillons de la Tour Perret, mais on a aussi, tout au long de nos interventions, une bétonthèque qu'on met à disposition quand on fait des formations, par exemple auprès de l'INP, auprès de différentes personnes qu'on accueille au laboratoire. Jean-Philippe Charon, architecte. Bonjour. J'en profite que Valérie Vacchiani est encore parmi nous pour poser une question qui concerne les bureaux d'études. On a eu beaucoup d'intervenants très intéressants aujourd'hui, mais pas un seul bureau d'études. Est-ce que ça veut dire que les missions, les marchés de travaux qui ont été confiés aux entreprises intégraient la phase exé? Oui, en fait, la maîtrise d'œuvre a une mission visa et l'exé est chez l'entreprise. Donc les bureaux d'études techniques sont du côté du marché de l'entreprise. Par contre, je voudrais préciser que RMB, pour la protection catholique, fait partie de mon équipe de maîtrise d'œuvre. Maintenant, j'accueille François Goven sur la tribune. Donc, François Goven est architecte, conservateur général du patrimoine, honoraire aussi, hélas, comme nous tous. Vous avez été conservateur régional des monuments historiques, puis sous-directeur des monuments historiques. Ça a été notre chef au ministère de la Culture. Et aujourd'hui, il est rédacteur en chef de la revue monumentale. Alors, la revue monumentale, François va vous en parler, c'est la revue scientifique et technique des monuments historiques qui s'attache, ça répond aussi à votre question, madame, à témoigner, entre autres, de la réflexion et des chantiers de restauration patrimoniale. À vous, François. Merci François. Alors, vous l'avez tous compris, Grenoble est la capitale du béton, pour plein de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre. Pour ceux à qui ça aurait échappé, maintenant, depuis, dans cette même salle d'ailleurs, et tu l'as rappelé, en 2017, nous étions déjà, un bon nombre d'entre nous, présents pour parler de la reconnaissance et de la restauration du béton en tant que matériau patrimonial. Et puis, depuis, il y a eu d'autres échéances. J'ai noté en 2021, il y avait une rencontre à l'Hôtel de Ville. Certains y participaient. Christiane était là et Cédric également. Donc, évidemment, cette tour va être, après un long périple, une aventure technique qui vous a été racontée et qui s'est étalée sur le temps long, va revenir à sa vocation première, qui était tout simplement d'accueillir du public pour lui permettre, en montant à 60 ou 80 mètres, d'avoir une vue panoramique extraordinaire sur la topographie de Grenoble, qui évidemment est totalement exceptionnelle. Vous savez tous cela, mais vous verrez pourquoi j'en parle et j'y reviendrai ultérieurement. Je voudrais simplement dire quelques mots sur la question qu'a l'œuvre construite de Perret
dans le corpus du patrimoine protégé en France, parce que il a une place tout à fait particulière, j'ai envie de dire un peu trivialement, dans le bon comme dans le mauvais. Alors, dans le bon, parce que, et vous le savez également, le premier ouvrage qui aura été en France classé au titre des monuments historiques, construit pour des raisons d'architecture, je mets de côté les raisons mémorielles et qui avaient, après la Première Guerre mondiale, amené à classer certains sites au titre des monuments historiques, mais pour des raisons d'architecture, en 1959, c'est le théâtre des Champs-Élysées. Cela a été débattu, écrit, analysé en détail, je n'y reviendrai pas. Donc c'est la première réalisation architecturale qui, en tant que telle, est classée au titre des monuments historiques, mettant fin à une sorte de, de, d'impossibilité quasiment de concevoir qu'une production récente pouvait rentrer dans le champ du patrimoine monumental français. Et puis alors, quelques années plus tard, quand, sous l'initiative d'André Malraux dans les années 60, une première liste va être établie d'édifices méritant une reconnaissance institutionnelle en France, c'est évidemment la liste des édifices de Perret, avec un peu Le Corbusier, mais plus Perret encore, qui va être numériquement la plus importante. Mais dans un contexte assez confus, parce que, et cela a été montré ce matin, quelques années plus tôt, certains chefs-d'œuvre de Perret avaient été détruits. C'était le cas des ateliers Esders, qui avaient été détruits au début des années 1960. Et le garage de la rue de Ponthieu est inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 1965, mais il sera démoli, bien qu'inscrit quelques années plus tard. Donc vous voyez toute cette ambiguïté, et puis évidemment l'autre caractéristique mémorable du travail de Perret, c'est l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de la ville du Havre, qui est elle aussi une première dans la reconnaissance internationale d'une ville de la reconstruction de la post-deuxième guerre mondiale. Alors où se trouve la tour Perret dans tout cela? Eh bien, pas dans la liste de 1964. Elle n'apparaît pas, elle va apparaître dans la liste de 1975, qui est la deuxième grande liste qui va être impulsée sous l'initiative de Michel Guy, qui est ministre de la Culture à l'époque, et qui va, d'une façon plus ample que celle de 1964, lancer toute une série de protections. Et c'est dans ce cadre-là, en 1975, donc finalement assez précocement, et vous allez voir où je veux en venir, assez précocement, que la tour Perret de Grenoble, qui est dans un état déjà assez fatigué, elle est fermée au public depuis une quinzaine d'années au moment de son inscription, mais est reconnue comme un ouvrage architectural majeur, et avec comme collègues quelques édifices, et non des moindres, qui sont des icônes internationales, qui sont des icônes mondiales quasiment de l'architecture. Dans cette même liste de 1975, on va retrouver la Villa Noailles d'hier, de Charles et Marie-Laure de Noailles. On va retrouver 2027 dans cette même liste. Et je pourrais en citer d'autres, mais qu'est-ce qui les rapproche en dehors de cela? C'est que quelques années plus tard, tous ces édifices seront des ruines. Alors, la tour Perret n'est pas vraiment une ruine, mais la question a été posée de savoir quelle échéance il restait avant qu'elle ne soit une vraie ruine. Mais en tout cas, les deux autres seront de véritables ruines modernes et qui aujourd'hui sont visitables avec la reconstitution du mobilier, mais qui sont des reconstitutions d'ouvrages qui ont été complètement démolis. Donc ici, on est à la limite où effectivement, il y a l'autre différence évidemment, et on est à la limite du sauvetage d'un édifice. Tout cela pour dire que, bien sûr, on peut expliquer qu'il n'y avait pas d'argent, mais la vraie cause n'est pas là. La vraie cause, elle est évidemment que ces reconnaissances étaient à l'époque pionnières et qu'il n'y avait pas de consensus social pour reconnaître une véritable valeur à ces ouvrages-là. Donc, ça n'était pas des priorités pour la population, ça n'était donc pas des priorités pour les élus, et par voie de conséquence, et pour diverses raisons, évidemment, chaque cas de figure est un peu différent, ils sont arrivés dans l'état que je viens de citer. Alors, le deuxième petit propos que je vais tenir, plus académique, c'est simplement, mais très rapidement, rappeler, sans paraphraser trop, les propos qui ont donc été tenus depuis ce matin. Donc, après les discours d'introduction, naturellement, les communications donc, ont permis d'entendre d'abord Joseph Abraham
donc qui a montré évidemment l'importance du matériau dans la pensée structurelle des frères Perret, depuis la formation d'Auguste à l'atelier Guadet jusqu'à sa reconnaissance officielle. Parce que si le classement en 1959 du Théâtre des Champs-Élysées intervient, c'est d'abord parce qu'il a eu, on ne peut pas dire la chance, mais de mourir quelques années plus tôt, puisqu'on ne protégeait pas d'œuvres d'architectes vivants. Mais d'autre part, c'était le grand architecte français, membre de l'Institut, et donc, sur le plan académique, il était évidemment parfait, ce qui n'était pas le cas de Le Corbusier, qui inquiétait beaucoup l'administration française. Ensuite, sur un tout autre plan, mais très complémentaire, Valéry Vlachiani a évidemment développé la position du maître de l'ouvrage, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, dans cette complexité qui est celle d'une opération pluridisciplinaire, vous avez vu, inscrite dans le temps long, avec une multitude de partenaires, à la fois un travail technique, mais aussi un travail, ça a été dit à plusieurs reprises, et ça vient encore d'être signalé, de pédagogie et vraiment d'ouverture vers, et c'est quand même un des éléments les plus intéressants, peut-être aussi, de cette opération, cette conviction auprès du public, ce martèlement qu'il y a là un chef-d'œuvre, ce qui n'est pas forcément évident pour quelqu'un qui passait devant, je pense, il y a encore quelques années. Je ne suis pas grenoblois, mais j'imagine que pour un bon nombre de grenoblois, c'était sans doute quelque chose d'extraordinaire, mais enfin, en même temps, personne n'aurait totalement pleuré si elle avait disparu. Alors, Cédric Avenier, qui est évidemment, des fidèles de l'opération, un des militants, on n'a pas parlé du travail associatif, mais il y a eu autour de la Tour Perret, comme dans les autres opérations dont j'ai parlé d'ailleurs, et puis beaucoup d'autres, un travail de militantisme associatif qui a aussi contribué à la prise de conscience du grand public et, par définition, des collectivités propriétaires. Alors, Cédric est plutôt revenu sur la question de l'élaboration d'une doctrine de conservation-restauration dans une démarche très spécifique du béton en général et de la tour Perret en particulier, et en insistant sur le rôle du comité scientifique. Il y a souvent beaucoup de comités scientifiques, parfois ils sont plus ou moins actifs, celui-là a été actif, et mieux encore, il a été écouté, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors Bernard Quesnay, qui vient de nous quitter parce qu'il vient de me dire qu'il avait un train, bon, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails, a expliqué 2 choses tout à fait intéressantes. C'est d'abord, il a refait une chronologie de toutes les études qui avaient été menées depuis le milieu des années 1990, c'est-à-dire avant même le classement de 98, mais il rappelait que les premières études avaient commencé dès 1996, et avec toute la cohorte de tout ce qui a été dit, je ne le reprendrai pas. Ensuite, les études d'Alain Tillier, les études de Benjamin Mouton, pour arriver évidemment à l'opération qui a été réalisée. Et puis évidemment, en tant que responsable à l'époque du LERM, c'est sûr qu'il a insisté sur l'aspect technique et le constat d'état des pathologies dont souffrait, rentrant dans le détail, et tout ce travail évidemment de caractérisation physico-chimique d'un ouvrage dégradé. Ce qui a été complété, bien sûr, par Jean Ducasse-Lapérouse, donc du laboratoire de recherche des monuments historiques, qui développe depuis de nombreuses années. On a eu l'occasion, enfin, pour ma part, j'ai eu l'occasion pendant de nombreuses années de travailler ensemble, y compris d'ailleurs, j'évoquais la Ville 1027, mais avec l'entreprise Fraissinet. Vous vous souvenez évidemment que la technique de PCCI, dont il a été abondamment parlé aujourd'hui, avait été dans un contexte un peu différent, sur une échelle beaucoup plus petite, mais en bord de mer, et avec d'autres enjeux un peu à part. Bon, enfin, donc le laboratoire de recherche des monuments historiques a évidemment, avec représentant la section béton, développer tout le travail qui est exemplaire, évidemment, qui est mené. C'est un des laboratoires reconnus internationalement aujourd'hui en la matière. Alors, je ne vais pas être totalement dans l'ordre chronologique. Je voudrais quand même particulièrement citer l'intervention des entreprises. Alors, je ne vais pas toutes les citer, vous étiez là dans la salle, et je ne vais pas répéter ce que vous avez vu et entendu, mais simplement pour insister sur
Je crois que, évidemment, dans tout chantier, il y a des entreprises derrière. Mais en voyant projeter sur l'écran comment il y a cette sorte de tricotage très complexe entre des ouvrages qui peuvent paraître secondaires, les échafaudages, oui, bon, c'est un lot un peu mineur, l'échafaudage. Eh bien, pas du tout. On voit que dans un cas comme celui-là, l'échafaudage est absolument consubstantiel de la pensée même de la conception des ouvrages, puisque selon ce que l'on va mettre, on ne va pas le concevoir de la même largeur, de la même manière, au même endroit. Donc, je ne vais pas revenir sur chacun des points qui ont été évoqués, mais merci d'avoir rappelé, y compris dans des aspects qui sont parfois jugés, soit pas jugés du tout d'ailleurs, même pas évoqués, ou éventuellement jugés secondaires. Et dans un mélange d'entreprises qui sont à la fois des entreprises de restauration, de monuments historiques, au sens traditionnel du terme, et des entreprises qui développent des technologies nouvelles. Donc évidemment, c'était tout à fait intéressant. Et puis, alors, je ne vais pas les reprendre là chacune en détail, je ne sais pas s'il nous entend encore, mais c'est l'ensemble des communications de François Botton qui a été, bien sûr, la cheville ouvrière depuis de nombreuses années de cette opération, qui a, à 3 reprises, donc selon des angles différents, d'abord tout ce travail des essais, des tranches d'essais que j'avais eu la chance et l'honneur peut-être d'accompagner en tant qu'inspecteur général dans la région à l'époque, après parti en retraite, donc j'ai abandonné le regard sur les choses, mais qui m'avait valu de venir à plusieurs reprises voir le développement de ce travail. Et puis bien sûr, ensuite, il a développé tous les aspects de ce travail de longue haleine, tout à fait intéressant. Et je ne reprendrai que ces dernières paroles qui sont en permanence, évidemment, un travail d'équilibre entre l'approche technique qui a été plus que rappelée, mais aussi l'approche sensible qu'il a très bien montré, que ça soit dans les travaux de patine qui ont été appliqués, voire dans les moments un peu fugaces où on a ces projections de lumière qui passent à travers les claustras et les petites ouvertures. Bon, j'espère n'avoir oublié personne. En général, j'oublie toujours quelqu'un, c'est une catastrophe. Mais je pense que l'essentiel des communicants. Je voudrais simplement dire un mot de conclusion à la conclusion. Donc, je vous ai dit que Grenoble était, on le sait, donc une des capitales, peut-être que Havre aussi, mais une des capitales du béton. Et on a vu combien cette opération de restauration de la tour Perret résultait d'un projet politique vraiment délibéré et qui nécessitait à la fois conviction, constance sur le temps long. Bon, je ne vais pas revenir sur tout cela. Et dans une ville qui est, on le sait, particulièrement connue pour son engagement militant en matière d'architecture et d'urbanisme autour des questions d'environnement, de développement durable. Alors, au moment où le mot béton devient presque une injure, puisque aujourd'hui, ça n'est pas évident. Le béton est considéré par beaucoup comme une sorte de la catastrophe absolue qu'il faut éviter. Je pense que c'est vraiment intéressant de voir comment, précisément, une municipalité très engagée dans la question de la défense de l'environnement n'a pas pour autant, ça aurait pu être imaginable, méprisé un ouvrage comme la tour. Mais plus que cela, Grenoble est peut-être la ville du béton, mais c'est aussi une des métropoles particulièrement importantes des Trente Glorieuses. Parce qu'au-delà du béton, évidemment, je ne vais pas vous faire l'histoire de Grenoble, vous la connaissez toutes, et notamment dans les années 60, autour de la préparation des Jeux Olympiques, c'est une ville entière, que ce soit dans son urbanisme, que ce soit dans le logement collectif et social, que ce soit dans les équipements culturels, que ce soit tous les équipements sportifs, pour ne pas parler de la mairie. Et donc, évidemment, et ça sera un peu la fin de mon propos, qui ouvre une perspective, l'intérêt de la tour Perret, évidemment, c'est aussi d'attirer l'attention sur d'autres formes d'architecture qui sont extrêmement présentes à Grenoble et qui sont peut-être un peu plus fragiles parce que moins monumentales ou moins reconnues. Et un des mérites que je vois à la tour Perret, Perret l'avait imaginé, ça a été rappelé par plusieurs, je crois, pour avoir une vue panoramique sur les montagnes. Mais aujourd'hui, on a toujours la vue sur les montagnes,
mais on a une vue extraordinaire sur une ville de la deuxième moitié du XXe siècle. Et en particulier sur la mairie qui est au pied. On voit le travail de Jean Prouvé, les coursives, puisqu'on est un tout petit peu plus haut, et puis tout autour, la patinoire, enfin tout ce que l'on peut connaître. Donc je pense, mais naturellement, si j'y ai pensé, vous y avez pensé avant moi, le panoramique de la tour Perret peut être une extraordinaire occasion de faire connaître et apprécier, alors que ça soit les tours de Pulcinelli, enfin tout ce que l'on voit, puisque aujourd'hui, à la différence de la photo de 1925, évidemment, on voit les montagnes et les constructions des années 60. Alors, donc, j'en ai fini, je ne voudrais pas être plus long, d'ailleurs j'ai déjà dû être trop long. Donc, je voudrais évidemment remercier tout le monde de tout ce travail qui a été fait, qui se poursuivra encore sans doute. Et puis rappeler pour ceux qui voudraient, et je ne fais pas de pub, mais comme tu l'as rappelé, Monumental avait consacré dans son numéro de la fin de l'année 2024, donc il y a un peu plus d'1 an, il est sorti début 2025, sous la plume de François Botton et Cédric Avenier, quelques pages sur la restauration de la tour Perret. Donc, vous avez un résumé avec une documentation graphique et photographique assez intéressante. Évidemment, quand on cherche quelque chose, on ne le trouve pas. Donc voilà, enfin, il y a quelques pages. Donc, si ça intéresse, mais y compris avec des dessins techniques, il y a une série de ce que vous avez pu voir sur l'écran, naturellement résumé. Et puis, le dernier numéro de Monumental, qui n'est pas exclusivement consacré à cela, mais comporte un dossier technique, comme nous le faisons une fois sur deux par le laboratoire de recherche des monuments historiques. Alors là, c'est 25-30 pages, c'est plus important, sur l'état de la connaissance de la conservation, restauration du béton. Donc, pour ceux que ça intéresse, ça a quelques mois d'âge. C'est évidemment toujours disponible. Vous pouvez l'acheter facilement en ligne, c'est le plus simple. Donc, voilà les quelques mots et remercier naturellement tout le monde de l'organisation de ce colloque. Merci beaucoup. Bien voilà, ce colloque est une fin. J'espère que là, vous avez passé une bonne journée tous. Moi, je voudrais vraiment, en dernier lieu, vous remercier de votre participation, remercier bien sûr les intervenants et rappeler justement aux intervenants que leur rôle ne s'arrête pas, qu'on attend vos communications pour faire effectivement dresser les actes de cette journée, parce qu'on veut véritablement marquer le travail qui a été réalisé et gravé dans le marbre, le travail réalisé sur Tour Perret. Passez une bonne soirée.